pour la chronique science, Patrice, cette semaine. C'est un gros dossier. Question, Patrice. Oui. Tu comprends-tu tout ce qui a causé le trouble de Boeing avec son Starliner? Ben, j'ai lu un bon article aujourd'hui là, qui résumait un peu les défis qui ont fait face à l'intérieur de la station spatiale. Là. OK. Ben, donc, moi, je vais te résumer vas-y, depuis vas-y. les années 50 jusqu'à aujourd'hui. OK. Ça part de loin le problème. OK? Fait que, évidemment, qu'est-ce qui se cache derrière les déboires de la capsule Starliner? Oups, il y a une erreur. Starline de Boeing. Starliner OK. de Boeing. Évidemment, on remonte à très, très loin, Patrice. D'abord, tout le monde connaît l'entreprise Boeing qui est très réputée aujourd'hui pour des moins bonnes raisons. Mais, voilà un certain nombre de temps, Boeing était derrière à peu près toutes les grandes innovations spatiales qu'on a connues. T'sais, ce sont eux qui sont derrière la création du rover lunaire. Ce sont eux qui sont derrière le premier étage de la fusée Saturne V. Ce sont eux qui sont derrière une bonne partie de ce que comprenait, pas l'entièreté de la navette spatiale, mais une bonne partie des équipements qui sont dans la station. La station internationale, encore là, les modules, une grosse partie vient de Boeing. Puis là, ben, c'est sans compter toute l'avionnnerie, les avions commerciaux et les avions de type militaire. Fait que, tu sais, Boeing a quand même un beau carnet de vol, un beau portfolio dans le passé qui nous dit que, tu sais, c'est quand même pas des navets, ils ont fait des grandes choses. Sais-tu quand est-ce que ça a commencé à chier, Patrice? Vas-y. En 97, Boeing a acheté McDonnell Douglas. Oui. Et c'était le début de la marde. Mais ça n'a pas été une marde rapide. Et il faut se repositionner en 97. Un achat de 14 milliards de dollars, c'est énorme. OK? Oui. De nos jours, on achète une entreprise à 10 milliards de dollars, c'est quelque chose. Imaginons en 97, Oui. c'était gros. Et la plupart des gens, des spécialistes de l'époque, qualifiaient la transaction de Boeing vient de vendre son âme. OK? Ça lui a coûté son âme d'acheter McDonnell Douglas. Et un des problèmes qu'on avait dans cette transaction-là, c'est qu'on avait deux cultures d'entreprise totalement opposées. Chez Boeing, c'est une entreprise qui a été créée par des ingénieurs qui se sont réunis, qui avaient la passion de la création par rapport au développement de l'air spatial, un peu comme dans les premiers temps de l'informatique, et qui ont été ceux qui ont créé les grandes avancées spatiales. Donc, c'est une gang d'ingénieurs qui trippent ensemble ont développé une entreprise. McDonnell Douglas, tu le vois dans la photo, Patrice, c'était pas du tout enligné pour le développement, c'était enligné pour les actionnaires. Et cette culture d'entreprise-là, tranquillement, pas vite, a commencé à percoler vers Boeing, goutte à goutte, tranquillement, pas vite, année par année, ce qui est venu entacher Boeing dans sa façon de gérer ses contrats. L'histoire commence en 2010. La NASA commence à faire des contrats pour le futur en disant on va développer un programme, on a besoin des entreprises. Boeing, vous avez un beau portfolio, ça va bien. On voudrait vous avoir comme fournisseur. Et ils intègrent deux vétérans dans le programme, Bruni et Butch, on va en parler tantôt, les deux astronautes qui ont été sa capsule Starliner. Donc, eux sont déjà, au moment où on donne le contrat, sont déjà dans le portrait. La capsule Starliner, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une capsule qui comprend 52 tuyères pour pouvoir te diriger dans tous les sens inimaginables. OK? Elle est faite en deux sections. La section du bas, qui comprend les grosses tuyères en bas qui servent à canceller un vol au sol quand il y a une urgence. Puis tu as la partie du haut qui sert à faire les manœuvres d'entrée orbitale vers la station internationale. Les 4 gros thrusters que là, c'est ce qu'on appelle ceux qu'on se sert pour canceller en cas d'urgence. Mettons qu'il y a un malfonctionnement de la fusée, ben, ils peuvent canceller ça au départ et la capsule l'abort system va s'éloigner de la fusée.
c'est à quoi servent ces 4 thrusters-là. On voit ici la définition. Là. Il y en a 2 de chaque côté, plus 1 d'en haut, plus 4 sur chaque. C'est une capsule de fou. OK? Il y a du thruster. C'est l'hyper-manœuvrabilité 2024. OK. OK? C'est plus que tout ce qui existe en termes de capsules. Là, vous voyez toutes les différentes tuyères de direction. Là. Et on voit, évidemment, l'objectif, c'est de se rendre à la station. Ouais. Barry Butch Wilmore, qui est un des astronautes qui était sur la capsule Starliner, lui, à son actif, c'est quand même pas... C'est un vétéran, là, c'est un pilote d'essai qui appelle, là, qui a passé sa vie à tester des affaires qui n'étaient pas encore en marché. Il y a 2 missions dans l'espace, 178 jours à son actif dans l'espace. Il a fait 2848 orbites autour de la Terre et 4 marches sorties dans l'espace. Donc, quand même, un bon Jack. Un ancien Marine comme elle. Un ancien Marine. Et Sunita Williams, elle, y a-t-il quelqu'un qui a dit quelque chose? Bonsoir, Mad. Bonsoir. Bonsoir. Merci du suivi, Mad de SAI 1975. Merci. Oui. Alors, Sunita Williams, elle a 2 missions, 322 jours dans l'espace, 5152 orbites, 7 sorties spatiales dans le vide. Évidemment, elle est elle aussi dans la Navy, était pilote de test, a piloté à peu près tout. Fait que c'est pas des nobody, là. OK? Fait que ces gens-là ont été utilisés dans les débuts de la mission. Qu'est-ce qui a gêné la genèse de toute la merde concernant Boeing? Ça débute autour des années 2010-2014. La NASA a décidé, Patrice, ça je ne savais pas, de donner son Kennedy Space Center à Boeing pour pouvoir développer son affaire. OK. Ils ont dit, garde, le hangar, il servait pour les navettes, on n'a plus de besoin, on vous le prête, gérez ça comme vous voulez. Et voici le départ. 2010, la NASA donne 18 milliards à Boeing, 18 milliards entre 2010 et 2015, dans le cadre du développement du programme Commercial Crew. Le programme Commercial Crew, l'objectif, là, c'est on a besoin de quelqu'un pour amener du monde sur la station, puis ramener le stock. Et on leur donne 18 milliards, Patrice, c'est pas pour développer une capsule, c'est juste pour commencer à en parler. Développer les dessins, les concepts, présenter, qu'est-ce que vous avez à nous donner? 18 milliards, c'est du gros cash. OK? Et voici ensuite ce qui s'est passé dans les... Excuse-moi, 18 milliards en 2010 et entre 2012 et 2015, dans les 3 années qui ont suivi jusqu'à 2015, la NASA est obligée de sortir 3 fois de l'argent parce que Boeing n'arrivait pas. OK? 92 millions la first shot, 462 millions la deuxième shot et 10 millions la troisième shot. Fait que ça commençait à faire pas mal de cash. Un gars dans l'histoire qui s'appelle William H. Gerstenmaier, qui est en charge du Human Exploration Program à la NASA. Ce monsieur-là, voyant qu'il y avait pas mal de cash qui sortait, et comme il est gestionnaire à la NASA, s'est dit, ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on mette pas nos œufs dans le même panier. Parce que là, ça commence à... T'sais, on leur donne de l'argent, ils livrent pas, c'est long, ils rajoutent des délais, ils redemandent du cash. Fait qu'il faudrait peut-être qu'on commence à penser à une idée. Fait que la NASA s'est dit, OK, on va remettre ça à zéro, on va aller faire un appel d'offres. SpaceX s'est présenté, ils se sont fait accorder un contrat de 2,6 milliards et Boeing s'est fait rajouter par-dessus tout l'argent qu'il y avait. 4,2. 4,2 milliards. OK? Mais, un énorme changement venait de se produire dans la façon de gérer l'argent. Et l'objectif du contrat était en 4 points, Patrice. Il devait être capable de faire un test d'interruption de lancement réussi. Il devait être capable de faire un test de vol orbital sans équipage.
il devrait être capable de faire un test de vol orbital habité, puis il devrait être dans le minimum pour respecter le contrat, faire 6 vols habités vers la station. Fait que tout l'argent que tu as vu, là, faut qu'il exécute ces 4 affaires-là. OK. C'est pas un contrat de 200 visites, là. Non. 6. Le problème, c'est que Boeing a été habitué que eux autres, ils vivaient avec le coût puis ils rajoutaient leurs frais. Ouais. À cause de la façon, l'entreprise de McDonnell Douglas qui avait changé la façon parce qu'il faut qu'ils rentrent dans les caches, les actionnaires, ces choses-là. Mais la NASA leur a dit non, c'est un contrat fermé. On vous donne 4,2, vous arrangez. Vous gérez ça comme vous voulez. Vous n'aurez pas une scène de plus. Si ça en vous coûte 3,8, ben, vous ferez moins de profit. Et ça, Boeing n'était pas habitué de gérer ça comme ça. Et ça a commencé le début du bout de la merde. 2019, premier essai. Évidemment, Patrice, tu te doutes que ça s'est pas bien passé. Okay? La capsule, elle s'est jamais mise en vol orbital. Elle est partie à dérive. Elle est partie à dérive. Et la raison du pourquoi elle est partie à dérive, Patrice, c'est que, ils s'en sont pas aperçus tout de suite, mais il y avait une erreur logicielle. Il y avait 12 heures de différence entre l'ordinateur de bord puis l'ordinateur qui gérait Thruster. C'est tout le temps ça. Les thrusters se sont allumés 12 heures trop tard. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps un problème de conversion de kilomètres à 1000, d'heures. Il n'était pas dans le bon fuseau horaire. OK? Et ça a chié solide. Fait que là, ça a fait paniquer un peu la NASA parce que, bon, OK, on se rend pas à la station spatiale, ça peut provoquer des problèmes. Et par chance, parce qu'ils se sont aperçus après ça de d'autres gros problèmes. Et un des autres gros problèmes qui se sont aperçus, c'est que, contrairement à ce qu'ils pensaient, les fusées avaient été programmées pour s'en aller dans le mauvais sens. Fait qu'au lieu de se détacher, ils étaient programmés pour ça. Et les morceaux que ça aurait fait, bien évidemment, tu comprends que la station aurait probablement été endommagée. OK. Fait que là, faut que tu comprennes, on est en 2019, la pandémie commence, la NASA ne tripe pas en tout ce qui vient de se passer. Là, il y a du monde qui se gratte la tête, on leur a-tu donné que tout... Hey, sacrément, 4,2 milliards. Fait que ça a été le début du bout de la merde. Tellement que l'astronaute Suni, qui est dans la madame qui est dans la capsule de Starliner, c'est le cas de dire toute une histoire païenne de rebondissement Boeing. C'est complètement débile. L'astronaute qui est dans la capsule, à l'époque, a baptisé le projet de Boeing Calypso. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire de Homer qui parle de Calypso, Calypso, c'était une déesse qui avait été trompée par de trop belles paroles, qui avait miroité des promesses et ces choses-là. Donc, déjà en partant, tu avais une culture de... Les astronautes ne faisaient pas tant confiance à Boeing, Patrice. OK. OK? On est en 2019. Deuxième essai, 2019. On essaie de savoir ce qui s'est passé. On fait des tests au sol pour reproduire comment ça, les brûleurs ont pas fonctionné. Gros problème, les valves ne se ferment pas sur le site de test. Ça rejette des tonnes et des tonnes d'hydrazine, qui est un byproduct, un produit secondaire, autour du launchpad, et ça s'enflamme, le feu pogne là-dedans. La NASA encore. C'est complexe, ces problèmes-là. C'est complexe, ces projets-là. Écoute, c'est la folie furieuse. Là. Mais là, la marque des poignets, Patrice, parce que là, Boeing disent c'est pas de notre faute. Si les fusées n'ont pas bien marché, c'est de la faute d'Aerojet Rocketdyne. Celui qui fournissait le carburant, quoi? Ou... Ben, Rocketdyne sont des spécialistes de développement des moteurs fusées. Ils sont derrière la création des moteurs qui ont équipé la Saturn, le RS-25, puis l'autre modèle, le Delta 4 de mémoire. Donc, c'est eux qui ont développé, puis ils ont toujours été à contrat avec Boeing. Et là, Boeing dit, écoutez, c'est de leur faute, ils n'ont pas fait leurs affaires, puis nanana. Ouais. Et là, la marque de poignée avec Rocketdyne,
qui a réaccusé Boeing en disant ben, tu diras à Boeing qu'ils payent leurs factures. Et là, tu as la NASA qui regarde 2 enfants d'école qui s'ostinent, qui se chicanent, OK, moi, je t'ai payé, toi, tu ne payes pas. Puis... Tu m'as pas payé, fait que viens pas chialer sur la merde qui se passe. Si tu payais bien, ça arriverait pas. Blablabla, blablabla. OK? The shit hit the fan. Le shit est... Mais c'est pas fini, Patrice. But wait, comme dirait Martin. But wait, there's more. En 2021, on est prêts, guys. On est hot. On y va. Arrive sur le launchpad. On se prépare. Tout va bien aller. On prépare le lancement. Les 13 propulseurs font défaut, Patrice. Ça marche pas. Et là, on cancelle le lancement. On reporte. On fait OK, il y a de quoi, il y a une anomalie d'un propulseur. Ça marche pas. On retourne dans nos livres. Et on se rend compte, en faisant des tests, qu'on a des problèmes de rouille OK. au niveau des propulseurs. OK? Il rouille, la corrosion pogne là-dedans. Puis là, encore, Rocketdyne, c'est de votre faute. Nanana, la chicane pogne. On reporte 2 fois. Là, tu vois, la chicane est pognée. Rocketdyne. Ils s'entendent pas. La NASA n'avait pas été complètement innocente. Ils avaient dit à leur gang d'astronautes, regarde, Bob Behnken et Eric Beau, on va vous envoyer dans l'équipe de SpaceX. Vous allez être des consultants de la NASA. Puis Doug Hurley puis Sunita Williams, vous allez être dans l'équipe de Boeing. Et vous allez être l'équipe de consultants de Boeing. Et tranquillement, pas vite, Mr. Doug Hurley a commencé à se plaindre que la coopération chez Boeing était pas folle. OK. Contrairement à SpaceX, où les 2 consultants revenaient et disaient écoute, tout le monde est enjoué, ils ont du fun, ils prennent nos rétroactions, on s'informe, ils nous disent nanana. Chez Boeing, culture du secret. On n'a pas informé les astronautes que les tests qui avaient été faits sur dans le laboratoire du Launchpad avaient été échoués. On n'avait pas informé les astronautes qu'on avait des problèmes avec les valves. Puis on cachait des affaires. Là, la NASA commençait à dire ouais, nanana, ça commence à pas super bien aller, commence à avoir des doutes, des stress, des craintes. Mai 2022, vol inhabité, échec des propulseurs encore, Patrice. C'est un échec par-dessus échec. Donc, on lance la capsule dans l'espace, mais là, on se dit, écoute, il y a des propulseurs qui tombent offline, mais comme on en a plusieurs, on finit par se dire, regarde, on en a échappé 3, 4, 5, on va repitcher sur d'autres propulseurs, no panique tout le monde, on va s'en sortir pareil. OK? On va être capable de se mettre en orbite, ça va bien aller, et contrairement, tu sais, on a réussi à se rendre à la station internationale, la NASA a fait comme, OK, ça a marché, mais c'est quand même un échec. Pas selon le plan, c'est ça. Pas selon le plan. Fait que ça s'est pas passé comme le plan l'indiquait. Et à l'époque, en mai 2022, ils avaient identifié que possiblement des joints toriques de Teflon étaient en problème. Okay? Au niveau des valves. Toujours les valves. Ça revient tout le temps. Boeing, qu'est-ce qui a mené à l'événement qu'on connaît, qu'on a commencé à en parler? Mai, juin, juillet. Mai, on s'en va. Premier test habité. On est confiant. Ça va bien se passer. Les 2 astronautes sont strappés. Let's go. Et à la dernière minute, on annule, on cancelle. On n'a pas des lectures intéressantes. Les valves ne réagissent pas. On ne sait pas ce qui se passe. Fait qu'on cancelle. On reprend ça au mois de juin. Et le mois de juin, on réussit à faire le lancement. Et encore là, 5 propulseurs sont offline. On ne comprend pas. Puis, ils se mettent offline tout seuls. Donc, on n'arrive pas à les rallumer. On n'arrive pas à savoir pourquoi ils se sont éteints. Et ça cause un gros problème parce qu'en juin 2024, vous vous rappelez, on les a lancés. Ils ont été capables de se mettre en vol orbital. Mais quand ils sont arrivés à la station internationale,
On leur a demandé d'attendre parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir s'arrimer. On ne voulait pas prendre de chance. Puis on a fait une batterie de tests pour être sûr que Boeing était capable de dire OK, on est capable de bypasser les systèmes pour pouvoir se rendre. Donc, ils ont fait plusieurs tests avant d'arriver à la station pour se désorbiter, se réorbiter, tester s'ils étaient capables de reprendre le contrôle de la capsule malgré les offline qu'ils avaient. Et ce qu'ils se sont aperçus, Patrice, c'est que certains joints pour avoir travaillé en aéronautique, Boeing avait la réputation qu'ils étaient très réfractaires au changement et de s'adapter aux nouvelles technologies de la politique interne de merde. Ouais, c'est à cause que tu es arrivé un peu en retard, mais je dis que le gros problème de Boeing a été lorsqu'ils ont acheté McDonnell Douglas, qui a été l'entreprise qui ont insufflé leur culture d'entreprise de marde, excuse-moi, et que c'est ce qui est venu pourrir. La valve. Patrice, je ne sais pas si tu sais comment ça marche au niveau... on met ça, suppose. Je peux-tu reculer un peu? Peux-tu avancer? Non, pas grave. On va mettre play. Voilà. Dans un réservoir d'hydrogène, Patrice, puis d'oxygène, on a des tanks d'hélium. T'as entendu ça souvent? Oui. Tu sais à quoi ça sert? Non. C'est ça qui pousse l'hélium et l'hydrogène. L'oxygène et l'hydrogène. OK, fait que ce gaz-là pousse les... Ça sert juste à compresser. OK. C'est ce qui contrôle le mélange en poussant. Et comme l'hélium est un gaz inerte, hyper léger en plus, qui ne va pas chimiquement se mêler à l'hydrogène et à l'oxygène, ben, ça en fait un candidat de choix. Puis les valves qu'il y avait devant la tank d'hydrogène, à cause des joints en Teflon, qui, pour une raison encore inconnue à ce jour, se sont mis à se dilater ou à se contracter, là, je ne me rappelle pas, à force d'être utilisés. Et ça a fait modifier légèrement la quantité d'hydrogène versus oxygène qui se rendait dans le brûleur. Et le système de contrôle de bord fait comme « Oh, ça marche pas, coupe tout ». Et c'est ce qui a causé toute la merde complète qu'on connaît au niveau de... On arrive en juin, on se rend à la station, puis on fait des tests. Juillet 2024, les médias s'emparent de l'affaire. On commence à en parler. On sait que la capsule Starliner, elle va pas bien. Puis, je veux juste que vous n'oubliez pas que dans l'histoire, Boeing a perdu des portes d'avion dans ses avions depuis les derniers mois, les dernières années. Ouais, ça l'aide pas l'image. OK? Ça va pas, là. Non. La chicane est pognée dans la direction en haut. Il y en a un, tu sais. Je veux dire, ça va pas. Le service... Fait que là, évidemment, ça fait les manchettes un peu partout. Ça va pas. La NASA est complètement inquiète. Ça les stresse. Et le problème qu'on a, tu sais, là, on dit, on vous ramènera pas tout de suite à la planète parce qu'on n'est pas sûr de comment vous ramener. Puis un des problèmes qu'on a, c'est que la NASA se bat avec Boeing qui dit non, on va être correct, on va être correct. Mais la NASA, ouais, non, on vous regarde aller depuis une couple de mois, puis on n'est pas tant sûr. Puis vous vous rappelez, le service module, la partie du bas, c'est elle qui fait défaut. OK? Puis elle se détache quand on arrive dans l'espace, puis elle s'en va s'écraser. Fait que Boeing a perdu ce module-là parce qu'il est allé se défaire dans l'atmosphère. Ouais. Fait qu'ils ont pu les données de pourquoi c'est arrivé. Fait que ça, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème. Doug et les deux astronautes qui sont présentement dans l'espace, on va les faire rester jusqu'en février 2025, Patrice. Ouais, parce que là, ils ont ramené le Starliner vide. Ils ont ramené le Starliner sans eux autres. Là, inquiétez-vous pas, il y a de la bouffe en masse là-bas. Là. Oui, non, ça, c'est pas un problème. C'est zéro stress. Ouais. Puis, ils s'emmerdent pas. Là. Ils jouent pas aux cartes. Non, ils ont des missions à faire. faire. Plein d'affaires. Ouais. Okay, ils sont occupés. Mais ils ont manqué de temps. Mais ils ont manqué de temps pour probablement faire des tests pour embarquer dedans. Puis il fallait faut pas t'oublier. Ouais. Ben oui, il ne faut pas t'oublier que la NASA a tout un calendrier. Là. En septembre, il se passe ça. En octobre, il se passe ça. Ouais, on ne peut pas dire hey, on arrête tout parce qu'il faut partir. Là. Non. Et là, Space Crew Dragon a une mission prévue dans laquelle il y a 4 astronautes qui s'en viennent sur la station. Et là, s'il faut ramener les 2 astronautes, ça veut dire qu'on ne peut pas en embarquer 4. Fait que là, SpaceX, il y a deux des 4 qui vont... Sorry, guys, vous allez rester sur Terre parce que
on a besoin de vos 2 sièges vides pour ramener les 2 dans l'espace. Ben oui. Et là, la capsule va partir, SpaceX va partir avec les 2 qui étaient supposés d'être 4 pour aller faire la mission. Et cette mission-là devait durer 6 mois. Elle va être remplie par Suni, puis Butch, ce qui fait qu'eux vont faire une mission qui n'était pas prévue pour pouvoir combler la partie SpaceX des 2 qui ne sont pas venus. Et ils vont être de retour seulement qu'en février 2025. Ça nous amène, Patrice, à cette semaine, ou là quelques jours, là une dizaine de jours, où le Doug Hurley écrit au Cape Con, au centre de contrôle de l'espace, dit « Hey, on a un problème, Houston, we've got a problem. » Ils entendent des bruits bizarres dans la capsule. Keep mic and let you hear. I don't know what's making it, but I don't know if there's something that maybe is connected between here and there, making that happen. But anyway, can you do that? We can configure that, Butch. Give us a minute, and I'll call you back when it's ready. T'as entendu? Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. Et ça joue dans les speakers de la capsule. Tout le temps. OK, puis il n'y a personne qui sait ce que c'est. Et là, la panique pogne, parce que là, OK, il y a de quoi qui se passe. C'est quoi ce son-là? Ça vient d'où? Et là, évidemment, tu comprendras qu'il y a toute l'Internet qui s'enflamme avec toutes les conspirations de... c'est les Borg qui sont là en train de prendre le contrôle de la station. Ils se sont fait attaquer. Bon, la NASA a déclaré que c'était un problème de configuration des 2 ordinateurs qui se parlaient pas bien, puis que, bon, je doute que ça soit la vraie raison, là. Ouais. Mais, ce sont les aliens qui essaient de communiquer. Tout le monde a pensé ça. Oui, c'est ça. C'est clair. C'est des messages qui sont envoyés. Et là, 2-3 jours, 4 jours, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Boeing devait être stressé as fuck parce que là, ça a été le retour de la capsule. Et Patrice, ça s'est bien passé. Ben oui, finalement. La séparation, c'est bien faite. La désorbitation, c'est bien faite. L'entrée atmosphérique, c'est bien faite. Puis l'atterrissage, c'est bien fait. Ouais. Donc, ça doit être un soupir de soulagement pour Boeing avec tout ce qu'ils ont vécu. Là. Mais, on leur souhaite pas du malheur non plus. Là, on veut que ça marche, c'est juste que... Mais tu comprends-tu que la NASA, aujourd'hui, doivent se dire hey, on a-tu bien fait de compétitionner avec SpaceX en même temps? Ben oui, c'est sûr. Really interesting view of this coming down from in the vicinity of the landing site. Again, this is a view from a little lower than the WB-57 we were seeing. And the teams at the landing recovery teams report that they heard booms. Évidemment, la capsule descend tout doucement et atterrit dans une zone militaire du Nouveau-Mexique, le Proving Ground, là, je ne me rappelle plus de la place. Là, mais Touchdown. Et voilà. Starliner ça a été récupéré pour analyse subséquente, Patrice. 11:01 and 35 seconds central. Ben, bref, c'était tout ce qui nous a amené à la catastrophe de Boeing, Patrice. T'étais-tu au courant de tous ces détails-là? Non, pas tous les détails, mais j'avais lu un peu plus la semaine passée puis cette semaine, là, les péripéties qu'ils ont eues, puis comment ils se... Si t'étais responsable de la NASA, tu t'arracherais les choses sur la tête et tu te dis, mais pourquoi on leur a donné? Ben oui, c'est sûr. Bon, deuxième nouvelle dans le domaine scientifique, ça nous concerne plus précisément... si vous vous souvenez, en 2021, c'est en l'hiver 2021, il y a eu une annonce qu'il y aurait des investissements majeurs du gouvernement du Canada et du Québec pour aider Télésat à construire une constellation de satellites. Le projet s'appelle Lightspeed. Et il y avait des promesses de créer des emplois, de faire du développement technologique. Et finalement... il y a eu 967 personnes qui ont été embauchées pour ce projet-là. C'est 317 de plus que ce qu'ils anticipaient. Donc, les retombées économiques, elles sont là. Les satellites sont en construction. MDA est une usine qui fabrique ces satellites-là et qui est basée au Québec de ça mémoire. sert à quoi, les satellites, déjà? Bien, ils vont concurrencer... pas SpaceX, mais l'autre compagnie
d'Elon Musk au niveau des télécommunications. Global Star. OK, non, c'est pas SpaceX, c'est... mon Dieu. SpaceX envoie les satellites. Starlink. Donc c'est l'équivalent d'un Starlink. Donc, ça va être sur une orbite qui n'est pas très élevée. J'espère que ça ne sera pas géré par ExploreNet. Non, pas vraiment. Donc, c'était les SAT Canada. Donc, le projet se suit son cours. C'est des satellites qui vont être environ à 1000 km au-dessus de la Terre, qui vont couvrir l'ensemble du pays, donc tous les territoires inclus. Et le but, c'est d'offrir des services de télécommunications et autres services à la population, aux entreprises, aux chercheurs. Donc, c'est ça. Ils ont une usine dans l'ouest de Montréal, selon MadSci 1975, effectivement, c'est ce qu'il disait. Donc, ça va quand même rapporter des dividendes au niveau économique et ça va aider aussi au développement des technologies au Québec. Donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est bon de savoir là, que finalement, le projet va voir le jour. Ça marche, puis ça crée des emplois, puis ça fonctionne bien. Donc, ça a été annoncé ce matin en plus. Le timing était bon, donc c'est ça. Il va y avoir, qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il des choses? C'est un contrat quand même de 4,7 milliards là, de dollars canadiens. Donc, c'est un gros projet important. Ottawa injecte 2,14 milliards. Québec, c'est moins que ça, par exemple, là, mais c'est ça. Ça va être un projet qui va être intéressant à suivre dans probablement la prochaine décennie pour nos services de télécommunications et autres services connexes d'information. Sur ce.